Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, Séverine et moi sommes vraiment ravis et honorés de recevoir aujourd'hui Johanna Galleron, qui est professeure de littérature française et d'humanité numérique à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Elle travaille plus particulièrement sur des textes du XVIIe et du XVIIIe siècle français qu'elle explore avec des outils traditionnels dans une perspective de close reading et avec des outils des humanités numériques, notamment ce qui concerne l'encodage, l'annotation et ce qu'on appelle en bon français distant reading. Elle est l'auteure de plusieurs éditions électroniques, livrées ou en cours de réalisation, du théâtre de la première moitié du XVIIIe siècle, le dictionnaire universel de Furetière, revue, augmentée et corrigée par Banage de Beauval. Et son prochain livre, Les Contes de Thalie, est prévu pour paraître aux presses universitaires de Rennes avant la fin 2024. Voilà, donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir voilà, dans cette réflexion justement sur l'édition des textes de théâtre. Aujourd'hui, vous allez nous parler enfin, le titre de votre intervention, Qu'est-ce qu'éditer numériquement un texte de théâtre? Retour d'expérience. Voilà, bah, écoutez, vous avez la parole. Je vous remercie pour cette introduction, pour cette présentation. Première chose, je présente toutes mes excuses aux participants et participantes si je vais dire des choses que vous connaissez déjà ou bien au contraire si je vais trop vite sur un certain nombre d'aspects un peu plus techniques. J'ai vu que vous avez eu une présentation par Nina Hugo dans le cadre du projet Melponum. Donc je suis un peu partie de l'idée qu'elle a déjà montré comment on numérise les textes. Donc, je vais revenir relativement peu sur cet aspect. Je vais plutôt passer, vous allez voir, sur un certain nombre de questions concernant des possibilités éditoriales nouvelles qui s'offrent à nous et sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'expérimenter au fil du temps. Mais encore une fois, si besoin au cours des discussions ou même en cours d'intervention, je ne sais pas exactement quel est votre mode de fonctionnement, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander de m'arrêter sur certains aspects. Je peux partager d'autres écrans que le PowerPoint que j'ai prévu afin d'apporter plus de corps à des choses que je puis dire. Alors, pardon. Quelle est mon expérience, puisqu'on parle de retour d'expérience, quelle est mon expérience dans l'édition numérique du théâtre? J'ai principalement travaillé sur un auteur relativement peu connu du XVIIIe siècle. C'est intéressant parce qu'il a pratiquement les mêmes dates de naissance et de mort que Voltaire. Il vit en même temps que Voltaire, mais il fait partie de cette République des lettres où il y a pas mal d'appelés et pas toujours des gens qui atteignent le premier plan. Donc, il s'agit de Louis de Boissy. J'ai également travaillé sur l'annotation de quelques pièces de Marivaux. C'était dans le cadre d'un projet assez spécifique. Je pense que c'est un projet plus large, assez intéressant de production d'une édition numérique des œuvres de Marivaux. Cela dit, si je ne me suis pas lancée dedans, c'est parce que j'ai pas mal travaillé ces dernières années à l'annotation des comédies sur lesquelles se fonde cet ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure, Les Contes de Thalie. J'ai sélectionné 99 comédies selon une méthode que j'explique dans le livre de la période 1660-1760. Je justifie aussi dans le livre pourquoi 1760, 1700, 1660, 1760. Et donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et en ce moment, je suis en train, enfin, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis quelques mois, comme je suis devenue VP dans mon université, mes propres travaux ont un petit peu
comment dirais-je, pris du plomb dans l'aile. Mais avant ce moment, je travaillais avec les étudiants j'étais dans les travaux préparatoires pour une édition du théâtre italien, plus précisément du recueil Gherardi. En fait, on a les textes, mais il y a un certain nombre de problèmes d'annotation. Je vais en évoquer un ou deux très rapidement qui se posent, qui sont spécifiques au théâtre italien. Ce que je fais, ce que je produis, donc pour moi, une édition numérique des textes de théâtre, ce n'est pas seulement le texte mis en ligne, que ce soit sous forme de Word ou sous forme de PDF. Pour moi, une édition numérique, c'est un fichier XML euh, annoté selon les recommandations de la TUI. Et je suppose que Nina Hugo aussi a insisté là-dessus. La TUI produit des recommandations. Ce n'est ni une norme, ce n'est pas un ISO, ce n'est pas du tout un standard, hein. C'est vraiment une sorte de menu dans lequel on doit respecter certaines règles, mais on peut piocher et adapter les choses en fonction de ses propres besoins. Sachez également que ces éditions, mais là aussi je vais revenir, j'avais commencé par faire à peu près ce que tout le monde fait, c'est-à-dire essayer de les mettre sur un site internet, mais au fil du temps, j'ai arrêté de le faire. En fait, je les verse dans un entrepôt de données qui est ouvert, qui est accessible à tous et qui s'appelle Nakala, qui est maintenu par Humanum, par cette infrastructure, institution de soutien à la recherche qui s'appelle Humanum. Et si je le fais, c'est parce que, mais comme je l'ai dit, je vais revenir dans un instant là-dessus, les sites Internet sont extrêmement volatiles, ont une durée de vie très très courte, euh, tandis que sur Nakala, on peut parler de pérennité dans le cadre du numérique. Enfin, la pérennité dans le cadre du numérique, actuellement, on est sur un délai de 30 ans, hein. Bien malin celui qui sait dire qu'est-ce qui va se passer au bout de 30 ans avec des éléments qui sont produits. Euh, Pourquoi on parle de cette pérennité sur 30 ans sur Nakala et même au-delà, parce que Nakala a une convention avec la CINES, qui est donc l'organe, si je puis dire, d'archivage numérique des archives nationales. Donc, ça, je le dis parce que peut-être que vous êtes sans doute engagé dans d'autres projets. Si vous produisez quelque chose de numérique, c'est ni le site Internet, ni le repositoire, ou ni l'entrepôt de données de votre institution qui va faire l'affaire. Ça va disparaître, on le sait sûr et certain. Il faut vraiment aller vers le dépôt, vers ces infrastructures nationales qui sont vraiment prévues pour cela. Mais je vais revenir. Alors, ce que j'ai mis sur la droite, donc, c'est une bête capture d'écran de, de l'arbre d'un fichier XML TUI. Un fichier XML TUI est vraiment sous forme d'arbre. Donc, vous voyez, bon, comme dans tout fichier TUI, on a deux parties. On a ce qu'on appelle un header qui va correspondre, si vous voulez, à tout ce qui est introduction et métatexte autour d'un texte. Et puis, dans le texte, bah, à proprement parler, on va avoir euh, comme son nom l'indique, le texte. Là aussi, il y a un certain nombre de divisions. Donc, front, par exemple, tout ce qu'on a dans une pièce de théâtre, la liste des personnages, éventuellement le prologue, le lieu où a lieu l'action, le mot introductif de l'auteur, tout ça, ça va être dans front. Ça va parler surtout aux anglicistes, voilà, le front. Et puis, le texte à proprement parler va être stocké dans une partie qui s'appelle body. Et à l'intérieur, on va diviser. Donc, vous voyez, on a les divisions de type acte. Ensuite, on a les divisions de type scène. À l'intérieur des divisions de type scène, on a chaque tour de parole. Et à l'intérieur de chaque tour de parole, eh bien, je l'ai mis, vous le voyez un petit peu là dans la réplique de Télamon, à mon frère, bonjour, quelle importante affaire vous amène à Paris ce matin, d'ordinaire. Donc, on a les vers. Donc, si on reprend la métaphore de l'arbre, la racine va être le body. Bon, la racine, c'est une balise qui s'appelle TUI, mais je ne vais pas entrer dans le détail. La racine, le tronc, c'est ce body. À partir de ce tronc, il y a les branches plus grandes qui sont les axes, les branches plus petites qui sont les scènes. Et à l'intérieur des scènes,
On a les verbes qui sont les branches les plus petites et qui contiennent les feuilles de l'arbre, à savoir les mots qui sont spécifiquement prononcés. En sachant que moi, j'ai vu des éditions numériques de textes de théâtre qui vont même plus loin dans ce raffinement de l'encodage. Et par exemple, la grande édition numérique des pièces de Shakespeare va jusqu'à annoter, jusqu'à mettre une balise sur chaque mot et sur chaque espace. Et en fait, bon, c'est une technique, une technologie un peu différente parce que chaque vers est une reconstitution de tel mot, c'est tel mot plus tel mot plus tel mot, et ça leur permet en fait d'être très fin par rapport aux différentes variantes du texte. Donc, virtuellement, on pourrait même aller jusqu'à annoter chaque lettre. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'édition. Ah, donc, faut aller, faut se poser ces questions préliminaires. Ma chaîne de traitement est une chaîne de traitement assez simple. Euh, je, je vous avoue très franchement que j'ai commencé par faire beaucoup de saisies manuelles. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces aspects-là assez tôt, donc vers 2007-2008. J'ai d'abord appris à faire tout ceci à la main, à saisir le texte à la main. Maintenant, je tends à utiliser de plus en plus une transformation OCR. Donc, je pars du PDF. Techniquement, il faut partir du JPEG, mais il y a moyen d'extraire les JPEG des PDF. Hein. On récupère les textes bruts avec un système d'OCR. J'utilise personnellement beaucoup Transcribus, mais maintenant on a des récupérations qui se font à la volée. Par exemple, Gallica a couplé un système d'OCR directement au PDF, donc maintenant on peut avoir le texte. Google le fait pareillement. Hein. Je n'ai aucun problème à utiliser des documents anciens qui ont été numérisés par Google. C'est souvent assez bien fait, l'océrisation. Et bien sûr, on va obtenir un texte qui n'est pas très propre, malgré le fait que les outils se perfectionnent. La typographie du XVIIe, du XVIIIe et encore plus celle du XVIe siècle est trop peu normée pour que ces outils-là ne soient pas mis en défaut par tout un tas de choses, notamment les lettres ligaturées, c'est un cauchemar, hein, les CT, des choses comme ça. Euh, il y a des erreurs classiques, par exemple les lettres à jambage, U, M, N, ça tout le temps, ça pose des problèmes. C'est facile pour un système d'OCR de voir un M là où il y a un N et un U ou d'autres choses. Donc tout ça, on va essayer de ne pas corriger à la main. C'est relativement récurrent comme erreur. On peut donc prévoir des expressions régulières pour faire la correction. Ce qui n'empêche qu'à un moment donné, il faut quand même faire une relecture humaine pour s'assurer de tout cela. Parfois, on ne peut pas la faire, donc on va juste se contenter d'une édition suffisamment propre. Vous savez, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut appliquer le principe de good enough. Voilà, c'est assez bon pour faire ce qu'on a à faire. On ne va pas aller passer trop de temps sur quelque chose qui finalement n'aura pas un impact fondamental sur ce qu'on cherche à obtenir. Ensuite, de ce texte, j'effectue une conversion vers XML. Quand j'ai commencé, à vrai dire, je ne faisais pas de conversion du texte vers XML. Je mettais les balises à la main. Et c'est quelque chose encore que je fais avec les étudiants parce que ça apprend. Ça permet de voir comment ça fonctionne, les dites balises. Mais il existe des outils, il y a des outils assez anciens et qui fonctionnent toujours. Donc, vous voyez, je suis allée sur le site de la TUI, il y a quelque chose qui s'appelle T-Garage Conversion. Et on peut convertir pas mal de choses, du Word à un TIP5, un Markdown, un LaTeX, du texte simple. Alors, bien sûr, la conversion va être plus ou moins bien faite puisque les scripts de conversion vont s'appuyer sur les éléments du texte. Par exemple, c'est relativement facile d'identifier les actes et les scènes parce que, en principe, très souvent, elles vont être saisies tout en majuscule. Donc, le script va voir, ah, tout ceci est en majuscule, donc c'est le début d'un acte, donc je mets la division acte à cet endroit-là.
il y a des choses qui sont plus compliquées. Par exemple, pour les didascalies, je vais revenir, bon, c'est pas toujours évident de les identifier et de les séparer du texte. Donc là aussi, il va y avoir un certain nombre d'erreurs, donc on va être obligé de faire l'étape suivante, celle de la correction XML. Et avec tout ceci, normalement, on a un texte de théâtre euh, qui est numérique. Est-ce que pour autant c'est une édition? Non, on ne peut pas parler encore d'édition. Là-dessus vient l'étape d'enrichissement et qui dépend vraiment de ce qu'on cherche à obtenir. On peut, à partir de cette base XML, décider de faire une édition philologique, donc de marquer les variantes, d'identifier tous les changements qui ont pu affecter le texte à travers ces différentes éditions. On peut aussi décider que ce qu'on cherche à faire, c'est fournir le texte sous différentes formes au lecteur, donc en version originale, en version modernisée. Euh, on peut aussi décider que ce qu'on cherche à faire, c'est enrichir le texte avec un certain nombre d'éléments. Les linguistes disent, oui, les linguistes et informaticiens vont parler d'éléments sémantiques. Donc des éléments qui demandent un peu une décision humaine, même si de plus en plus on peut entraîner des systèmes, des réseaux de neurones pour essayer de nous aider à accélérer les choses. Mais bon, je vous dis franchement que ça marche encore assez moyennement parce que tous ces systèmes d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones ont besoin de très, très gros volumes de données, largement au-delà de ce qu'on peut leur fournir. À titre d'exemple, mon collègue Simon Gabay de Suisse a essayé a réussi finalement à entraîner un système pour la lématisation du français du XVIe siècle. Voilà. Et il m'avait demandé des documents, enfin, j'ai fourni tout ce que j'avais dans ma machine. On est plusieurs à lui avoir donné tout ce qu'on avait comme texte déjà numérique saisi correctement. Bon, on est arrivé très péniblement à 400 mégas de données. 400 mégas de données, un système d'intelligence artificielle a besoin de quelque chose comme 5 gigas. Donc, et je vous assure qu'on lui a passé des centaines et des centaines de textes, mais le texte, ça pèse rien du point de vue informatique. C'est pas assez de données. Voilà. Donc, c'est pour ça que se servir de l'intelligence artificielle, pour l'instant, on est obligé, pour conclure, on est encore obligé de se servir beaucoup de notre intelligence humaine, et c'est tant mieux pour faire de l'enrichissement du texte. Alors, par contre, par rapport à cet enrichissement, je vous avoue que c'est là-dessus que va porter mon intervention. C'est que je pense que l'éditeur numérique de théâtre, de texte de théâtre, bah, c'est un peu là au camp, parce qu'on est enchaîné. On est enchaîné d'une part par une série de réflexes éditoriaux qu'on a, qui sont restés du fait qu'on a toujours édité sur papier, et puis aussi par la traduction numérique qui est faite, les solutions numériques qui sont parfois offertes et sur lesquelles il y a du travail. Alors, je vais partir de cette approche que je vais appeler traditionnelle du rôle de l'éditeur. Vous savez sans doute tout ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que doit faire un éditeur? C'est négocier un compromis entre le document et l'œuvre, proposer une image de l'œuvre à partir de la compilation et de la confrontation des documents. Bon, j'utilise souvent ce schéma parce que ça montre bien la différence entre texte, manuscrit et œuvre. Euh, il y a de l'autre schéma qui est beaucoup plus complexe, qui est utilisé par la Bibliothèque nationale pour montrer la différence entre l'instanciation et l'œuvre absolue, mais celui-là, ça fait l'affaire. Et l'autre rôle de l'éditeur, c'est de permettre la réappropriation du texte grâce au péritexte et à des choix justifiés. Donc, péritexte, introduction, note de bas de page, prosopographie, index, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et puis les choix dans l'établissement du texte, mais aussi des choix de type normalisation, modernisation, etc. Or, tout ceci est très bien, mais le médium papier est contraignant. D'abord, la première contrainte, c'est que par défaut, pratiquement, on est obligé de choisir entre une édition documentaire ou une édition textuelle. Qu'est-ce qu'on édite?
Est-ce qu'on édite le texte, l'œuvre, on essaye de s'approcher de l'œuvre, ou est-ce qu'on édite le document? Il y a du pour et du contre dans chacun de ces choix. Le plus souvent, les structures dramatiques ainsi que leur inscription dans une tradition théâtrale sont commentées, commentées dans l'introduction, commentées avec des notes. Elles ne sont pas manifestées. Et là-dessus, je pense que euh, c'est normal dans un texte papier où on est obligé de garder la lisibilité du texte, mais on a tendance à transposer ceci dans le numérique où on peut faire autrement. Euh, Plus généralement, je dirais qu'on fait toujours de l'édition en tenant relativement peu compte de tout ce qui a pu être accumulé par la théorie de la littérature. Euh, on investit relativement peu ces éléments-là dans la préparation du texte. Le papier aussi nous impose d'utiliser la marge, la note de bas de page, les notes marginales, les notes de fin. Euh, c'est une réponse à la nécessité de séparer le texte et le péritexte, mais en fait, cette séparation, cette solution est un peu, de nouveau, je vais utiliser un anglicisme, a square peg in a round hole, mettre un carré dans un rond réciproquement. Par ailleurs, comme vous le savez, on a l'habitude de faire des éditions, on va dire, bah, soit on fait une édition scolaire, soit on fait une édition grand public, soit on fait une édition scientifique. Et il n'y a pas vraiment de pont entre les deux. Euh, et si on veut monter en gamme, on peut commencer avec une édition scolaire, mais peut-être sur certains points, on veut aller jusqu'à l'identification de la variante, jusqu'à la lecture de la variante, jusqu'à l'identification du texte d'origine. Ça, bah, il faut acheter une autre édition si on veut le faire. Dans le texte numérique, c'est possible. Et surtout, je trouve toujours que, j'ai vu que vous avez eu une intervention dans ce sens-là, il y a peu ou pas de prise en compte du regard des artistes et du spectacle. On édite le texte pour être lu, très peu, très rarement, on pense aussi au texte pour être joué, mis en scène. Alors, comment on peut repenser ces rôles éditoriaux dans un paradigme numérique? Donc, la base reste cette approche qui a été élaborée par le consortium TUI, pardon, il y a deux fois consortium, avec les librairies de la TUI. Mais ces librairies de la TUI permettent de couvrir principalement deux aspects: la tension entre le document et l'œuvre. Il y a un module qui s'appelle Critical Apparatus et qui permet précisément de résoudre ce problème de l'édition documentaire ou l'édition textuelle. Et c'est très facile dans la TUI de faciliter la réappropriation du texte. Pour deux raisons majeures, c'est que on peut tout à fait normaliser et moderniser le texte tout en gardant la graphie et la ponctuation d'origine. Donc, il y a une balise qui s'appelle Choice et qui permet vraiment, si on veut, de faire les deux sur un même document. Et surtout, parce qu'on est dans un milieu numérique, on peut insérer autant de notes qu'on veut et surtout, on peut vraiment les insérer et les lier très clairement à l'endroit où on veut. Donc, en termes de lisibilité, c'est franchement beaucoup plus facile. En revanche, euh, malgré ces avantages qu'offre la TI, aussi, ce qu'on fait actuellement dans le paradigme numérique peut être critiqué. C'est toujours pas une approche holistique qui prenne en compte les différents niveaux de l'œuvre dramatique, le niveau textuel, le niveau intertextuel et le niveau intermédial. C'est ces trois dimensions du texte dramatique. Et surtout, on est toujours, en tant qu'éditeur, très orienté vers la visualisation, hein, on accorde beaucoup d'importance au site Internet. C'est le Saint Graal. Et le site Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode de communication de la science extrêmement fragile, extrêmement volatile. La durée de vie d'un site Internet est d'à peu près entre 2 et 5 ans. Les sites Internet les mieux maintenus ne dépassent pas les 5 ans. Donc, c'est un peu comme si le site Internet est votre vecteur pour montrer ce que vous avez fait, dites-vous que dans 5 ans, vous devez recommencer. Et
pas la peine en plus d'investir pour payer quelqu'un de nouveau tous les 5 ans. Voilà. Euh, pour moi, l'alternative, c'est que je pense qu'il faut moins penser en termes d'édition qu'en termes de publication de données textuelles. C'est un concept que j'ai proposé dans une conférence euh, de l'Association européenne des humanités numériques en 2018. Donc, qu'est-ce que c'est cette publication de données textuelles? Ça reste toujours l'idée qu'on publie des corpus de textes, dans mon cas littéraire, mais ça peut être des textes historiques ou autres. Ça demande toujours la direction scientifique d'un chercheur spécialiste et donc l'engagement de la responsabilité de ce chercheur spécialiste par rapport à ce qui est publié. Ça demande toujours, je dirais, comme dans une édition numérique scientifique traditionnelle, d'être dans un format dynamique, donc pas un PDF. Hein. Format dynamique, c'est ce que proposent les Canadiens comme équivalent de l'anglais machine readable, qui est effectivement beaucoup plus clair. Le format dynamique, c'est un peu moins clair, mais j'essaie de ne pas faire trop d'anglicisme. Qu'est-ce que ça a en plus, cette idée de textual data publishing? C'est que au-delà du respect des exigences minimales de l'environnement et des standards choisis, donc XML, TUI, voilà, ça offre une couche d'annotation spécifique, spécifique dans le sens qu'elle a été faite en lien avec un projet de recherche spécifique, mais cette couche d'annotation est réutilisable. Voilà. Donc, on produit des données textuelles versus ce qu'on peut appeler des données simplement linguistiques. Par exemple, les linguistes, quand ils publient des textes, ils vont surtout se préoccuper de la séparation en mots, de l'annotation de ces mots du point de vue des parties du langage, d'indiquer le lemme, éventuellement d'indiquer leur place dans un arbre de dépendance. Donc, un certain nombre d'éléments linguistiques, hein, mais qui, je dirais, ils ne sont pas complètement inintéressants pour le littéraire, mais qui ne sont pas toujours au cœur des analyses littéraires. Depuis 2018, j'ai ajouté deux critères supplémentaires. Donc, il faudrait que ces données textuelles soient partagées via une plateforme intégrée à une infrastructure européenne de recherche. Je donne comme exemple le SSH Open Cloud, donc le nuage ouvert de l'Europe. Nakala, dont j'ai parlé tout à l'heure, est directement absorbé par le Open Cloud, donc l'infrastructure Humanum en France nourrit régulièrement cet Open Cloud, mais ce n'est pas la seule solution. Hein. On peut mettre les textes sur Zenodo, on peut avoir d'autres solutions pourvu que ça soit ouvert et consultable. Et il faut que ça respecte les principes FAIR, findable, accessible, interoperable, reusable. Donc, il faut qu'on puisse le trouver. Euh, il faut que ça soit accessible, c'est-à-dire que ça ne dépende pas d'un format propriétaire, que ça soit interopérable, donc que la notation est faite selon un certain nombre de- de points de référence communs, parce que tout simplement, dans le numérique, si moi je note un titre comme titre et que vous mettez une balise title en anglais, pour l'ordinateur, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si dans une large collection de textes, je lance une requête pour dire quels sont les titres qui sont mentionnés, par exemple, dans une centaine de romans, je risque de ne pas les trouver si on n'a pas fait la même chose, si on ne s'est pas décidé qu'on utilise le même nom de balise. Donc, c'est ça l'interopérabilité. Et enfin, reusable, que la chose ait été, que l'annotation, que l'édition ait été faite de façon à ce qu'elle soit réutilisable par d'autres. Moi, j'ai vu un certain nombre de projets menés, par exemple, par nos collègues historiens, qui ont modernisé les textes en écrasant complètement les spécificités linguistiques d'époque. Bah, du coup, ces textes-là deviennent inutilisables pour un chercheur sur l'histoire de la langue. Parce qu'il faut reprendre, il faut réécrire, il faut ressaisir pour pouvoir y aller. Alors bien sûr, ça n'exclut pas hein, cette idée se placer dans cette idée de publication de données textuelles, n'exclut pas
de prévoir aussi un site internet avec des visualisations. Et ça peut être intéressant d'avoir une vitrine où on montre ce qu'on a fait. Mais je pense qu'encore une fois, cette vitrine ne doit pas être le principal vecteur de diffusion du travail de l'éditeur numérique. Donc, sur la base de ces principes un peu généraux, je fais trois propositions pour repenser l'édition scientifique des textes de théâtre. Euh, Au niveau textuel, d'adopter une position plus interprétative, et même, je l'appellerais plus interventionniste. Et sur ce point, je vais vous montrer trois exemples sur l'annotation des personnages, sur l'annotation des didascalies, sur l'annotation des séquences. Je pourrais en donner d'autres. Et je ne vais pas les développer autant les uns que les autres. Je vous rassure tout de suite, j'ai prévu plus de rester sur le personnage. Le reste, ça marche à peu près de la même manière et je vais aller un peu plus vite. Au niveau intertextuel, pardon pour la faute, aucun texte n'est une île. Donc, comment on représente ceci? Et au niveau intermédiaire, comment on lit le texte à ces lectures, et j'ai mis entre guillemets lecture parce qu'il peut s'agir de lecture dans le sens d'interprétation textuelle faite par un scientifique, ou je nous considère des scientifiques même dans les disciplines des lettres, ou bien il peut s'agir d'une lecture faite par un metteur en scène, par un acteur, donc dans d'autres contextes. Alors, je commence donc avec le premier niveau sur lequel je vais rester le plus longtemps, celui de repenser l'édition du texte, à propos de la notation des personnages. J'ai travaillé un certain nombre d'années sur ce que j'appelle la mise en place d'une méthode d'annotation avec des chaînes de coréférence étendues. Les chaînes de coréférence sont définies par les linguistes comme une série de syntagmes nominaux et de pronoms qui réfèrent tous à la même entité, au même personnage. Les reprises pronominales font chaîne de coréférence. J'ajoute pour ma part, je pense que ces chaînes de coréférence sont insuffisantes en ce qui nous concerne. Si on essaie de prendre, si je puis dire, la mesure du personnage, d'identifier le personnage dans un texte, on va certainement regarder les épithètes qui le caractérisent, les appositions. Je donne un exemple, voilà, Timocrate, chef des conjurés soutenant Polydecte, ça c'est dans une liste de personnages. On me dit quelque chose à propos de Timocrate. Voilà. Les attributs, bien sûr, les pronoms personnels anaphoriques et les compléments de toutes sortes, et même des phrases entières. Je vous donne un exemple du plagiaire de Boissy. Il n'a pas tenu compte de ma jeunesse. Hein, il n'a pas tenu compte de ma jeunesse. Je sais quelque chose à propos du personnage. Je sais qu'il est jeune. C'est le personnage qui dit ceci. Il se classe dans une catégorie selon l'âge. Mon hommage en public à la tante s'adresse, mais j'offre tous mes vœux en secret à la nièce. Bah là, je sais quelque chose à propos du personnage. Du point de vue actantiel, il se place dans la catégorie des amants, hein, des actants d'un certain... non. Alors bien sûr, on laisse de côté un certain nombre d'éléments qui apparaissent dans les chaînes de coréférence, comme les phénomènes d'accord ou les démonstratifs et les possessifs. Parfois, ça se discute, vous allez le voir. Et c'est sûr qu'il y a des problèmes et que parfois c'est compliqué à annoter. Regardez un dialogue comme ça, est-il riche? Oui. Voilà. C'est une information à propos d'un certain statut social du personnage du il qui est mentionné ici. Hein. On sait qu'il est riche. Mais oui, qu'est-ce que je vais annoter? Est-ce que je vais annoter la question, est-il riche? Ou est-ce que je dois annoter tout le dialogue comme étant, tout ce bout de dialogue comme étant porteur d'une information sur le personnage il? L'autre problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle les désignations imbriquées. Dans un syntagme comme sa-tante, on peut faire deux choses dans un système théorique. Soit on met une balise qui va délimiter sa tante et on va faire un lien vers le personnage de la comtesse que j'ai par ailleurs défini avec un identifiant unique auparavant. Ou alors je considère qu'en fait dans sa tante, on évoque deux personnages à la fois. On évoque d'un côté la comtesse, qui est la tante, et d'un autre côté, Lucille, qui est la nièce de cette tante. Voilà. Donc, ce n'est pas la même annotation qu'on peut faire.
Oui, ça pose un certain nombre de problèmes qu'il faut régler avant de se lancer dans la notation. Comment on fait cette annotation? Euh, Au tout début, j'utilisais une balise qui s'appelait First Name. Euh, j'ai assez rapidement évolué vers une autre balise. Si vous n'avez pas vraiment travaillé avec la TUI, ça va vous parler moins, mais pour les aficionados de la TUI, ce genre de questions sont toujours brûlantes. Donc, j'ai bougé vers une balise qui s'appelle RS, en anglais Reference String, donc chaîne de caractères qui fait référence à quelque chose, avec un certain nombre d'attributs. Donc, à l'intérieur de la balise, on peut mettre des éléments qui permettent de raffiner l'information. Donc, un attribut qui s'appelle ref et qui permet, je parlais tout à l'heure du fait que lorsque j'annote un personnage, je le lie à un identifiant unique. Bon, alors, on le fait avec un attribut ref. Un attribut analytique, ANA, qui va porter ce que je vais appeler les caractéricèmes, donc l'âge, le sexe, c'est la position dans la famille, la nationalité, la richesse, etc. Et je pense aussi qu'on peut ajouter un attribut de certitude. Alors, par défaut, on va être le plus souvent certain, mais il y a un certain nombre d'expressions, de prises de parole de la part des personnages qui peuvent marquer des phénomènes d'ironie ou d'incertitude. Alors, je le crois sincère. Est-ce que le personnage à propos duquel on s'exprime est-il sincère ou il n'est pas sincère? C'est une appréciation. Il y a clairement une modélisation du propos dans ce bout de réplique. Et il faut pouvoir annoter ce genre de phénomène. Une autre question qu'il faut se poser quand on fait ce genre d'analyse, c'est est-ce qu'il faut indiquer quel est l'auteur de la caractérisation? Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Timocrate, chef des conjurés soutenant Polydecte, bah, l'auteur de la caractérisation est le narrateur. On n'a pas l'équivalent du narrateur au théâtre, hein, c'est le dramateur, je ne sais pas exactement comment dire, mais ça serait du côté de l'instance qui prend en charge le texte dans l'ensemble que se situe cette caractérisation. Parfois, c'est le personnage lui-même qui se caractérise. Je suis en même temps machiniste parfait, décorateur unique et maître de ballet. Ben, ça, c'est le personnage qui le dit à propos de soi-même. Et parfois, ça peut être un autre personnage. Ah Dieu, que de talent cet étranger récent. Ok. Alors, vous allez me dire pourquoi se casser la tête, parce que dans un texte structuré comme celui du théâtre, on a le grand avantage qu'on sait ce qui est prononcé par qui. Donc, chaque réplique est attribuée à un personnage. Donc, est-ce qu'il faut annoter spécifiquement l'auteur d'une caractérisation, en sachant que cette information figure déjà dans le texte. Cependant, regardez la réplique là de Dorine dans Tartuffe. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et quel ne point d'âge à lui donner ce nom. Là, c'est effectivement Dorine qui fait une observation à propos de l'âge de Madame Pernelle. Mais en fait, il y a Madame Pernelle qui s'exprime à travers la voix de Dorine et qui dit, mais non, je ne suis pas si vieille que cela. Hein. Donc, comment on va annoter ce genre de choses? Je pense qu'à tout le moins, il y a besoin d'annoter et d'expliciter les caractérisations qui sont réalisées par une troisième personne. Ah, concrètement, voilà ce que ça donne. Vous avez un exemple. Donc, je vais faire un peu de traduction des signes kabbalistiques que vous voyez à l'écran. Si jamais vous n'avez pas déjà vu, bien sûr, ceux et celles d'entre vous qui ont déjà vu un texte, un fichier XML-TEI, c'est assez simple à identifier. Donc, dans un texte TEI, il y a toujours ce qu'on appelle une balise ouvrante, SP ici, et, pardon, je reviens en arrière, une balise fermante. Et vous voyez que ouvrante et fermante se distinguent uniquement par par une barre, hein, par un anti-slash. Chaque réplique est identifiée, donc ça, je sais que c'est la première réplique de la première scène, du premier acte. Ok. Et je sais qui la prononce. Ici, c'est ce que j'appelle cet identifiant unique, la comtesse, je la nomme comtesse. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi mettre comtesse alors que immédiatement après, j'ai la comtesse? Mais ça, c'est à supposer que les textes de théâtre soient consistants. Or, si vous avez une expérience de l'édition, vous avez déjà vu que parfois les personnages ne sont pas toujours désignés de la même manière tout au long du texte. C'est les mêmes personnages, mais pas, on ne les désigne pas de la même façon. Donc,
Euh, la comtesse, ici, il y a équivalence, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet de maintenir les deux. Et si je veux compter après combien de répliques sont prononcées par la comtesse, indifféremment du fait qu'elle soit désignée comme la comtesse ou comme ou autrement, c'est cet identifiant unique, ce qui vient après l'attribut who, qui me permet de le faire. Alors là, j'ai donc qui prend en charge la réplique. Ça figure dans le texte. Vous voyez qu'on peut annoter la ponctuation, j'indique le saut de ligne, on peut annoter tout un tas de choses. Je peux annoter des éléments vraiment éditoriaux, comme par exemple que le A au début de la réplique est un caractère un peu spécial, c'est une lettrine. Voilà, et je peux ensuite faire une petite image de la lettrine et éventuellement l'insérer dans le texte si je souhaite vraiment faire une sorte d'édition presque diplomatique du texte. Voilà. Et as-tu fait tes efforts pour dévoiler ma nièce? Donc, vous voyez que là, moi, j'ai choisi euh, une annotation simple, ma nièce, une seule annotation, un seul RS sur tout ceci avec un élément de référence et puis une balise analytique qui me permet de savoir, ça, le code FPN, c'est moi qui l'ai, si je puis dire, inventé. Et je l'ai proposé à la communauté. J'ai toute une série de codes comme ça. Par exemple, là, ça indique Family Position Niece. C'est que l'information qui m'est apportée par ce bout de réplique, c'est que Lucille est dans la position familiale. C'est la nièce de quelqu'un. Alors, je peux avoir, vous voyez plus bas, ici, j'ai une information de type tempérament. Son air paraît ouvert, son cœur ne l'est jamais. C'est par timidité peut-être qu'elle se cache. Donc, pareil, c'est des informations en lien avec le tempérament. Voilà. Donc, j'ai différents éléments qu'on peut envisager comme cela. Alors, tac, je pensais avoir mis quelque part tout ceci. Non, je ne vous ai pas mis les codes, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, voilà comment on annote. Par ailleurs, vous voyez, j'ai des lines, donc les vers. Il y a différentes annotations qu'on peut faire sur un même texte, c'est l'avantage. Euh, j'ai un peu simplifié l'annotation ici. En fait, elle est plus chargée dans le document XML que j'ai, mais c'est vrai que plus on annote sur un même document XML, moins ça devient lisible pour l'humain. Pour que ça redevienne lisible, il faut mettre derrière des scripts pour que ça ne m'affiche qu'un certain nombre de choses, par exemple que le texte ou que le texte avec tel type d'annotation ou que le texte avec un autre type d'annotation, etc. Donc, je pensais que pour vous convaincre, je peux vous montrer aussi si on fait tout cela, pourquoi on le fait. Hein, tout cela, pourquoi. Voici quelques extractions que j'ai faites un peu à la va-vite à partir d'une des pièces de Boissy. Comme je viens dans un séminaire où il y a des anglicistes, je me suis dit que ça peut vous amuser d'avoir quelques extractions à partir de Pamela en France. Boissy a fait une parodie de la Pamela de Richardson. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait si Pamela se trouvait dans la même situation que celle de Richardson, mais avec un beau petit maître français? Euh, et première chose qui est intéressante, c'est que déjà, si on annote les personnages, on s'aperçoit que dans une pièce de théâtre, il y a beaucoup plus de personnages qu'on ne le pense. Parce que quand on annote les personnages, du coup, on n'est pas obligé d'annoter uniquement les personnages qui sont dans la liste initiale. On peut annoter tous les personnages qui sont mentionnés, tout le monde qui gravite autour des personnages qui agissent. Même si ces gens-là n'apparaissent pas physiquement sur scène, ils font un monde, ils construisent un monde. Et en fait, on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup plus que les pièces de théâtre sont beaucoup plus peuplées qu'on ne le pense. En l'occurrence, moi, j'ai trouvé 50 personnages. Donc voilà. Certains d'entre eux sont collectifs. Certains donc apparaissent en scène, d'autres sont seulement mentionnés. Et j'ai des 29 chaînes de coréférence étendues, 20 chaînes à référence unique, à référent unique, 7 à multiples référents et du coup, je vois 2 à référent collectif. Voilà. Et pour vous donner une idée, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a des chaînes avec un seul référent, Pamela, sa mère, son père, le marquis, la comtesse, un lutin qui apparaît à un moment donné, la joie, l'hymen. Donc, ça, c'est
surtout ces personnages-là, le plaisir, la sagesse, l'amour, c'est vraiment des personnages qui apparaissent en scène à un moment donné, dans une... C'est pas tout à fait un divertissement, c'est un peu une fin apothéose, mais ils apparaissent pas dans la liste initiale de personnages parce que Boissy respecte les modes de fonctionnement de l'époque et il les considère pas suffisamment euh, actifs pour qu'ils apparaissent dans la chaîne initiale et il l'écrit pas pour les acteurs. Les acteurs, oui, probablement relèveraient tous ces personnages parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va faire le lutin, qui va faire le marquis, etc. Mais c'est pas la vue de Boissy, ça, c'est pas son travail, c'est aux acteurs, ou à la troupe de se débrouiller pour identifier combien de corps ils doivent mettre en scène, si je puis dire ainsi. On a des chaînes avec plusieurs référents. Donc le père et la mère de Pamela, le marquis et la comtesse, etc. Et on a un certain nombre de chaînes qui ont un référent collectif, les danseurs, et puis un référent qui apparaît très souvent dans la pièce, c'est les Français. Encore une fois, c'est une pièce qui se moque de Pamela anglaise et que très souvent, il va être question de l'esprit français, des Français, de la façon dont les Français font les choses. Quelle est la longueur des chaînes? Là aussi, c'est assez intéressant. Alors, vous avez... quelle est la différence entre longueur et longueur plus? Longueur, c'est uniquement la chaîne qui porte unique... ce sont les chaînes dont les maillons réfèrent uniquement au personnage Pamela. Les chaînes qui apparaissent en longueur plus, c'est quand Pamela est citée avec un autre personnage, Pamela et le marquis. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez une différence et parfois elle est intéressante. Et ça permet de voir si les personnages apparaissent, sont mentionnés plutôt seuls ou plutôt en conjonction avec d'autres. Vous voyez que c'est pas les chiffres, il y a des contrastes et il y a des contrastes qui sont... Le marquis est beaucoup plus souvent cité en conjonction avec un autre personnage que Pamela. Pamela, elle est indépendante, elle est toute seule. La comtesse, elle apparaît pratiquement toujours, enfin pas toujours, deux fois plus souvent en conjonction avec un autre personnage que par elle-même dans les différents discours. Voilà. Bon, ça c'est une deuxième diapositive que je vous montre pour dire que ces longueurs de chaîne permettent aussi, à mon avis, devraient nous permettre de fixer sur des bases plus solides, d'après moi, d'identifier sur des bases plus solides les personnages principaux, les personnages de deuxième rang et puis les personnages très, très épisodiques. Parce qu'il y a une distribution très spécifique avec, on voit bien qu'à un moment donné, hein, à partir de là, de la comtesse, du rang de la comtesse, le nombre d'apparitions des personnages est la moitié de ceux d'avant. Hein. C'est une distribution. Ça suit, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce genre de choses, ça suit presque la loi de Zipf. Hein. C'est assez clair. C'est la même chose que pour les mots, vous savez, dans un discours, on va avoir très peu de mots qui sont répétés beaucoup de fois et beaucoup de mots qui sont pratiquement, qui sont répétés, qui n'apparaissent qu'une fois. Voilà. Donc ça suit presque une loi de Zipf et ça permet vraiment de voir des coups de descente et donc de voir combien de cercles concentriques de personnages apparaissent dans un texte comme ça de théâtre. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette deuxième. Alors un autre avantage de cette annotation, fait que ça permet de s'apercevoir, hein, encore une fois, qu'il y a une forme de rémanence des personnages qu'on peut étudier de cette façon-là. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une extraction qui est faite avec euh, un outil qui s'appelle Basix, qui lit en fait des fichiers XML TEI et qui peut vous faire toutes sortes de visualisations. Et donc là, en orange, c'est toutes les répliques de Pamela. Hein. Et en dessous, les plus petites cases que vous voyez, donc on peut même voir si c'est des répliques plutôt longues ou plutôt courtes, puisque plus il y a des petites cases, plus ça veut dire que la réplique est longue, etc. Donc tout ça, bien sûr, peut être compté très, très facilement. Maintenant, regardez, quand on regarde les chaînes de coréférence, la distribution des chaînes de coréférence, ouais, la présence de Pamela est beaucoup plus importante. Et si je projette les deux sur la même vue, je vois surtout que ici, donc on est dans la deuxième partie de l'acte 2
là où Pamela disparaît en tant que personnage parlant, en tant que personnage agissant, mais elle est extrêmement présente dans certains discours. Et c'est assez intéressant de voir, parfois il y a des disjonctions, hein, il y a vraiment des personnages qui sont plus présents sous forme de mention que présents sous forme d'action. Ça donne une autre vision sur l'intervention des personnages. Alors là, je vous ai apporté la même chose à propos du marquis, hein, et surtout quand vous confrontez les deux, quand apparaît Pamela, quand apparaît le marquis, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. En fait, je vais accélérer un peu parce que je me rends compte que je suis trop longue et qu'on est déjà à 54 et que j'ai jusqu'à écart. Voilà. Bon, je vous avais apporté un peu pour que vous voyez à quoi ressemblent les chaînes de coréférence, mais je vais passer assez rapidement. On peut regarder combien de maillons sont caractérisants. Donc, dans les maillons, il y a des maillons qui sont tout simplement des pronoms qui ne sont pas caractérisants, et puis d'autres qui apportent une information sur la caractérisation des personnages. On peut analyser la nature grammaticale de ces maillons, comment se fait la caractérisation des personnages, plus par des syntagmes nominaux, plus par des attributs, plus par des appositions, etc. On peut voir quelle sorte de caractérisation. Alors, là, la plus grande partie des maillons apporte des informations sur le tempérament, sur le caractère du personnage. Bon, sur les variations, je vais passer ça plus vite. En revanche, regardez, c'est surtout cette diapo qui est intéressante. On pense qu'un personnage est surtout caractérisé au début de la pièce. Mais en fait, quand on regarde la répartition des caractérisants en termes vraiment de caractère du personnage, c'est assez constant au long de la pièce. À chaque fois que vous avez une barre, donc ça, c'est la pièce, représentée comme un bandeau. Et en fait, on a tout le temps des éléments de caractérisation et parfois des éléments de caractérisation nouveaux. Donc, le caractère du personnage est beaucoup plus évolutif, du moins d'après ce que moi j'avais l'impression à une lecture cursive des textes. Je passe sur l'annotation des didascalies. Je vous ai dit, ça ne va pas être aussi long que ce que j'ai fait là sur la caractérisation des personnages. Donc, bon, on peut modéliser rapidement le théâtre comme cela, comme la fiction d'une interaction. C'est une interaction verbale qui elle-même est la fiction d'une interaction verbale. Je passe sur le niveau intermédiaire, c'est surtout là. Donc, vous le savez, le texte est composé d'un côté d'un dialogue qui est porteur de didascalie interne et de didascalie explicite. Or, les didascalies, en général, toujours, d'après mon expérience, dans une édition papier, on va annoter uniquement les didascalies explicites. C'est vrai que les didascalies, c'est un objet textuel un peu suspect. Elles sont inconnues à certaines époques. Il y a des didascalies à propos desquelles on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont vraiment la manifestation d'une volonté de l'auteur, d'une façon de voir sa pièce, ou est-ce qu'elles ont été interpolées dans le texte, éventuellement après une représentation? Est-ce que ces didascalies-là, finalement, ne rendent pas plus compte de la façon dont la pièce a été jouée que de la façon dont l'auteur l'a pensée pour être jouée? Cependant, je pense que malgré tout, on s'appuie toujours sur les didascalies pour déduire un certain nombre de choses sur les textes de théâtre et qu'il faudrait pouvoir les matérialiser, il faudrait pouvoir les extraire qu'on puisse les analyser en masse. Or, les recommandations de la TEI là-dessus sont relativement peu raffinées. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement mettre des balises stage, de type base de soutien, ou alors on peut mettre des balises stage avec un attribut dit type, mais les valeurs de ces attributs sont assez pauvres. Donc, dans une réplique comme il repousse le docteur dans sa maison et tire la porte pour l'empêcher de sortir, on va mettre uniquement business action. Voilà. Alors que là, il y a plusieurs actions, soit. Et surtout, j'adore l'utilisation. Ça, c'est une utilisation qui est tout à fait recommandée par la TUI. Donc, on a un attribut qui s'appelle, une valeur d'attribut qui s'appelle delivery. Euh, adresse, le fait de s'adresser à
à quelqu'un. C'est surtout fait pour les didascalies, pour les apartés, à un tel ou quand le personnage parle à part. Mais théoriquement, on devrait l'utiliser sur une didascalie comme ne sachant pas quoi dire. À ce moment-là, est-ce que c'est vraiment une delivery? C'est, on atteint une sorte de limite de la chose. Donc là aussi, j'ai proposé une approche unifiée, donc une même façon d'annoter les didascalies externes et les didascalies explicites, avec un jeu de valeurs, d'attributs pour la balise de U-Stage. Par exemple, pour l'attribut ANA, hein, on aurait des valeurs d'attributs qui indiquent l'aspect, un événement, une indication de proxémie, une indication de positionnement, de mise en scène d'objets qui sont sur la scène, le fait qu'il s'agisse d'un propos, le fait qu'il s'agisse d'une attitude, d'une indication temporelle ou d'une indication portant sur la voix. Et je vous ai apporté deux exemples. Voilà. Comment on se lit? Donc, j'ai un personnage qui est embarrassé. Voilà. Quel est le personnage qui est embarrassé? C'est Maury. Pardon, toujours, je ne sais pas pourquoi ça avance. J'ai aussi une balise qui s'appelle To Whom, par exemple, quand j'ai des personnages qui s'adressent à un autre, je peux la noter. Si c'était par exemple Maury qui parle à Lysidore, je pourrais mettre Lysidore ici et du coup, je pourrais identifier toutes les répliques où Maury s'adresse à Lysidore et réciproquement. Et actuellement, on fait cette identification tout simplement sur la base de la coprésence. Si Maury et Lysidore apparaissent tous les deux dans la liste des actants en début de scène, on considère que le discours de l'un est forcément adressé à l'autre. Ben non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas. Et donc là, on aurait de quoi être beaucoup plus fin dans ce genre d'approche. On voit que c'est une indication de type attitude. Le type, du coup, ça indiquerait qu'il s'agit d'une didascalie externe. Et je peux indiquer aussi un élément sur qu'est-ce que m'indique la didascalie. C'est une action qui est synchrone à la parole. Il peut y avoir des actions qui portent sur le passé, des indications qui portent sur un instant après la prise de parole. Donc là-dessus, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Thierry Galep, qui a beaucoup travaillé sur une formalisation des didascalies, si je puis dire, et sur le degré de certitude quant à la notation que je pratique. Et vous voyez, je vous ai apporté également un type de didascalie interne, éloignons-nous. Donc l'Isidore, là, nous donne une indication d'un événement qui est en train de se passer à scène. On voit qui est porteur de cette didascalie et ainsi de suite. Voilà. J'ai un certain nombre de problèmes, bien sûr, avec les didascalies. Je vous parlais de l'édition des textes de théâtre italien. Ben, le théâtre italien, ça pose problème, par exemple, parce que, et pas seulement que le théâtre italien, là, c'est un bout de théâtre de la Foire et c'est toujours une pièce de Boissy, là, en fait. Il y a des fois, dans l'opéra comique, il y a des répliques qui sont chantées sur des airs. Il ne faut pas mettre à rançon, là. Je ne sais pas à l'heure actuelle, enfin, j'ai trouvé des solutions, mais je ne suis pas tout à fait satisfaite. Comment on annote les airs? Est-ce qu'il s'agit de didascalie ou pas? Je ne pense pas que ce soit tout à fait didascalie. On peut toujours mettre un anonymous block, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant intellectuellement. Dans le théâtre italien, voilà, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe ici après la réplique d'Arlequin, taisez-vous l'insolent? C'est un bout de canevas. Là, il y a plus de réplique. C'est quelque chose qui est laissé, qui est à la fois décrit et laissé à l'improvisation des acteurs. Est-ce qu'on va annoter ceci comme didascalie? Là aussi, je ne suis pas très certaine que c'est de cette façon-là qu'il faille procéder. Donc, j'ai différentes propositions, mais je ne vais pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vous dis, je vais de plus en plus vite. Tous les élèves, tous les étudiants de licence, on apprend à tous nos étudiants de licence à découper le texte théâtral en séquences. Mais quand on fait des éditions de théâtre, on ne prend jamais ses responsabilités pour désigner les séquences, pour indiquer, voilà, je pense qu'il y a telle séquence qui va de là à là, etc. Éventuellement, on les mentionne dans l'introduction, mais on ne les manifeste pas. Je comprends qu'on ne puisse pas le faire dans un texte papier, puisque le découpage en séquence entrerait en conflit avec le découpage en acte et en scène, ou en tableau. Mais encore une fois, dans le médium
numérique, il n'y a pas de problème, on peut faire les deux. Et on peut faire les deux. Vous voyez, là, j'ai à la fois les divisions qui indiquent des fins d'actes et de scènes, et je peux mettre ce qu'on appelle des milestones, hein, des bornes qui m'indiqueraient ici commence une séquence, ici finit une séquence, ou ici commence une séquence. Et j'aurai quelque chose qui s'appelle la partie back du fichier TUI où j'indique que ma séquence va de la réplique 1 de la scène 1 de l'acte 2 jusqu'à la réplique 7 de la scène 10 de l'acte 2 pendant laquelle Lisette gagne Arlequin à sa propre cause. Donc, je peux indiquer les deux sans casser la cohérence du texte de théâtre tel que je le connais. Alors, j'arrive à la question de l'intertextualité. Est-ce que avec les éditions qu'on produit maintenant, on peut vraiment étudier les phénomènes de circulation, les phénomènes de mobilité, les phénomènes de transnationalité? Je pense que la réponse est non. Euh, euh, Ce réseau dramatique qui est fait à la fois d'influence directe et d'une sorte de tradition ouverte en ce qui concerne la circulation des personnages, des intrigues et des topoi, sans parler des acteurs et des pièces, euh, on, on peut savoir des choses à ce sujet-là, mais on les vise pas, si je puis dire, au texte qu'on édite. On les apporte pas avec le texte qu'on édite. Euh, Par exemple, un cas d'étude que j'ai pris, j'ai fait une édition de l'École des pairs de Baron, qui en fait se base beaucoup sur, qui reprend des choses des Adelphes de Terence, en passant par des traductions d'Antoine de Muret, le maître de Cécile, et par l'École des Maris de Molière. Ce que j'ai fait dans l'édition papier, ben, c'est tout simplement, j'ai fait un tableau hein, en essayant de montrer ce qui se retrouve de chez Terence, à peu près comment ça correspond, ou qu'est-ce que Baron a fait de plus? Il ajoute des scènes, voilà, il redistribue la matière de Terence. Mais dans une édition numérique, je pourrais faire des correspondances, je pourrais faire vraiment des liens de correspondance et dire de façon plus fine donc, que cette scène 1 correspond à la scène 1 des Adelphes de Terence. Et je pourrais ajouter que c'est ce qui a été traité à la fois par Baron et par Terence comme la scène 1 correspond par exemple à la scène 3 dans une des autres réécritures. Voilà, donc, on pourrait envisager ce genre de choses grâce à une édition numérique scientifique. Euh, je pense aussi qu'on n'a pas suffisamment exploré, exploité un certain héritage des critiques français, par exemple les fameux travaux sur les situations dramatiques de Georges Polti, d'Étienne Souriau, ou bien en changeant d'optique, on n'a pas vraiment exploité les recueils de Lazzi euh, concernant le théâtre italien. Pour annoter ce genre de choses dans les textes de théâtre, on devrait pouvoir annoter les déguisements, on devrait pouvoir annoter les faux contrats, on devrait pouvoir annoter les bastonnades, les persuasions. Les bastonnades, par exemple, si je veux faire une étude sur la présence de la bastonnade dans le théâtre français, dans le théâtre français comique, c'est pas parce que je vais chercher le mot bastonnade, le mot bâton, le mot le bas que je vais identifier les choses. Ça n'a pas toujours une matérialisation lexicale à laquelle je m'attends. Donc, il faudrait avoir ce genre d'annotation, engager notre responsabilité d'éditeur scientifique sur ce genre de choses, comme on l'engage sur la correction, enfin, sur le fait qu'on reproduit un texte qui correspond vraiment à un ou plusieurs témoins. Pour que ça marche, encore faudrait-il qu'on ait un catalogue de ces situations auquel on puisse se référer tous et toutes euh, tout le temps. Heureusement, on a un outil convivial et un outil ouvert et très facile à prendre en main. Ça s'appelle OpenTeso. Ça permettrait d'avoir une liste récapitulant les différentes situations susceptibles d'être rencontrées dans un texte de théâtre. Et l'avantage en plus, c'est que ça sera une liste évolutive. On n'est pas obligé
on peut y ajouter des choses au fur et à mesure. Et on pourrait utiliser donc des balises span et sec pour matérialiser dans le texte. En fait, il s'agirait de faire exactement ce que... moi, je suis en train de travailler avec la Société d'études des topos romanesques, la SATOR, peut-être certains d'entre vous connaissent cette société, et ils sont en train de basculer la base de la SATOR sur OpenTeso, précisément dans cette perspective d'annotation ultérieure des textes romanesques pour identifier les topos là où ils apparaissent dans le texte. Voilà. Bon, je vais encore plus vite sur l'approche intermédiale. Bon, les textes de théâtre sont faits pour la scène. Comment on fait ce lien entre texte et représentation? La TUI propose un élément performance dans la première partie, front. J'ai essayé de voir pratiquement toutes les éditions de théâtre que j'ai pu voir numériques. C'est quasiment jamais utilisé. Pratiquement personne ne le fait. Et surtout, je pense que c'est pas suffisant parce que on fonctionne dans des mondes parallèles. Il y a les éditeurs de théâtre d'un côté et puis il y a nos collègues qui sont en études théâtrales et qui travaillent en même temps sur les mises en scène et sur les performances. Eux, ils développent leurs propres outils pour capter et analyser les performances et nous, on développe nos protocoles d'édition. Et entre les deux, il y a très peu, il y a pratiquement pas de communication. Alors que ça serait tellement intéressant de pouvoir aligner des didascalies avec leur traitement par différents metteurs en scène ou acteurs. Il y a eu, à ma connaissance, une seule tentative en ce sens-là, qui a été abandonnée depuis. C'est une tentative de Jennifer Robert-Smith pour la visualisation du texte de théâtre. Donc, en fait, elle fonctionnait avec des petits avatars. Vous lui donniez le texte en XML TEI. Et en fait, les avatars prononcer, si je puis dire, le texte de théâtre et se déplacer selon les didascalies qui apparaissaient. Voilà. Donc, bon, ça s'est arrêté parce que elle a manqué de financement à un moment donné. Elle a manqué d'utilisateurs qui veuillent faire ce test sur d'autres textes que ceux auxquels elle avait pensé. Mais là, ça fonctionnait. Vous voyez, là, c'est sur Mercutio Tibal Capulet. Vous aviez une sorte de représentation virtuelle de Roméo et Juliette. Voilà. Bon, j'arrive à mes conclusions. Je suis dans les temps. Bon, d'abord, tout ce que j'ai montré là, c'est des choix. Ça ne, c'est pas des obligations. Euh, et tous ces choix ne vont pas contre ce qu'on a l'habitude de faire avec une approche philologique traditionnelle. Encore une fois, j'ai travaillé sur des éditions philologiques. Euh, c'est pas du tout contradictoire. Mais vraiment, l'idée, c'est que si l'objectif est plutôt de penser en termes, ce qu'on fait, ce qu'on produit, ce sont des données textuelles annotées plutôt que des éditions, ça permet de clarifier la perspective. Clairement, de nouveau, pour que ça marche, on a besoin d'ontologie et de vocabulaire contrôlé et élaboré en commun. Ça, c'est quelque chose qui me semble qu'en tant que communauté d'études littéraires, on ne fait pas. En fait, euh, dans un autre travail, euh, sur le personnage, bon, j'ai un peu botté en touche et c'est relativement facile au théâtre parce que la plupart des personnages sont quand même identifiés dans la scène initiale. Enfin, une partie des personnages sont identifiés dans la scène principale, mais c'est pas si simple. Finalement, on n'a pas d'accord, on n'a pas de consensus dans notre communauté sur qu'est-ce qu'un personnage. Et une expérience qu'on a faite avec des collègues sur un tout petit texte de Borges, une nouvelle en 3 paragraphes, qu'on a donné à tous nos étudiants, donc une centaine d'étudiants, on leur a donné à lire la nouvelle et à nous dire à la fin combien de personnages ils ont identifiés. Et on a eu toutes les réponses entre 3 et 8. Tous les lecteurs ne voient pas le même nombre de personnages et c'est pas nécessairement, c'est ça le plus étonnant, c'est pas nécessairement lié à leur performance. C'est pas les bons étudiants qui ont identifié le plus de personnages, les mauvais étudiants qui ont identifié le moins de personnages. C'est pas lié à leur connaissance littéraire, si je puis dire. Donc, en soi, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on arrive à un certain nombre pas de définition définitive, mais de définition de travail pour qu'on sache ce qu'on on parle.
Globalement, je pense qu'il faut vraiment passer de l'idée du texte de théâtre, voilà, comme ça, comme là, on est sur une image analogique. On essaie de construire un objet numérique qui va reproduire le livre. Ben, c'est vraiment rester en deçà de ce qui est possible. Le texte de théâtre, c'est plutôt ça. C'est comme tout texte. C'est tissé et c'est un réseau au cœur des réseaux. Comment, c'est surtout de cela que j'essaie de rendre compte. Je vous remercie de votre attention et je fais un peu de publicité pour finir pour le consortium Ariane, qui est un consortium de littéraires. Il fait partie de l'Humanum. Nous proposons régulièrement des formations, nous organisons des conférences. En novembre, on va organiser une conférence sur qu'est-ce qu'on peut dire des textes littéraires grâce à des outils numériques. On essaie d'organiser surtout un espace de discussion pour des collègues avec des niveaux de littératie numérique plus ou moins élevés. J'ai fini et je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Un grand merci à vous.